Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des auteurs francophones à découvrir. Donc en gros, mes auteurs francophones préférés. Mais je dois en choisir que 5, c'est un petit peu compliqué, je vous l'avoue. J'aimerais d'abord commencer par remercier Lycar qui sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à eux. Qu'est-ce que c'est Lycar? On va peut-être commencer par là. Lycar, c'est une formation professionnalisante à distance qui va vous aider à écrire, à peaufiner votre roman, à le terminer et surtout aussi vous donner assez confiance pour aller le présenter à une maison d'édition, va vous donner quelques ficelles pour réussir à l'éditer ensuite. Actuellement, il faut savoir que c'est la seule formation reconnue, notamment au niveau du ministère du Travail, donc la seule formation certifiée Calliope, c'est-à-dire que vous pouvez vous la faire financer par Pôle emploi, par votre entreprise, c'est la seule en France. Et d'ailleurs, finalement, cette sponsorisation m'a permis de me poser quelques questions. Je me suis demandé, est-ce qu'il faut passer par une formation pour devenir réellement écrivain, ou en tout cas devenir mon écrivain favori? Du coup, j'ai fouillé un peu dans les biographies de mes auteurs favoris, et en tout cas que je vous conseille de découvrir aujourd'hui, et je vous en parlerai en allant, mais je me suis aussi intéressée sur ce côté métier d'écrivain qu'on reconnaît très peu en France finalement comme un réel métier, je trouve. Beaucoup d'écrivains font quelque chose à côté, et le fait de collaborer avec Lycar aujourd'hui, ça m'a aussi amené à me poser une question. Est-ce que devenir écrivain ça s'apprend? Est-ce que c'est un petit peu comme, je sais pas moi, les illustrateurs qui vont apprendre des choses? Est-ce qu'il faut des bases pour devenir écrivain? Est-ce que plein de choses? Est-ce qu'on peut apprendre sur le tas? J'imagine que oui, beaucoup le font. Est-ce que c'est pas moins stressant d'avoir une formation à côté? Ça, j'ai envie de vous dire, les écrivains peuvent me le mettre en commentaire en dessous, franchement ça m'intéresse beaucoup. En attendant, Lycar, c'est quand même 50 heures de cours en replay à vie, voilà, vous pouvez les retrouver à chaque fois, et plus de 40 heures d'exercices, d'ateliers, et je crois qu'il y a déjà 140 podcasts, ou en tout cas plus de 140 podcasts qui sont disponibles sur le site, sur Spotify il me semble. Bref, vous pouvez déjà vous faire votre propre idée avant même de vous inscrire, avant même de penser à vous inscrire. D'ailleurs, en parlant inscription, en parlant finance, sachez que cette vidéo vous permet d'avoir un code promo, c'est-à-dire qu'avec le code Vibration10, je vous le mets dans la barre d'infos comme d'habitude, vous avez droit à une réduction sur votre inscription à Lycar. Voilà, si jamais devenir écrivain c'est un de vos rêves, peut-être que ça peut vous aider en fait, tout simplement. Parce que quand même, pour finir sur ce sujet, Lycar va vous permettre d'apprendre des techniques d'écriture, des techniques que moi personnellement, vous voyez, je suis pas écrivain, je n'ai pas fait cette formation, je ne les ai pas, et je me dis pourquoi pas un jour me lancer dans l'écriture, et en même temps, je sais pas, est-ce que cette professionnalisation de l'écriture avec cette formation m'aiderait pas à prendre un peu plus confiance en moi pour rédiger mon roman? Peut-être, en tout cas moi personnellement. Ça va forcément vous permettre de mieux structurer votre roman et d'arriver à un roman qui semble un petit peu plus abouti peut-être pour vous déjà. Et puis il y a un accompagnement personnel associé à tout ça, donc vous allez forcément gagner en confiance. Et qui dit confiance en soi peut aussi dire que vous allez peut-être oser aller le montrer à l'éditeur avec lequel vous avez très envie de travailler, et ça c'est un peu la clé, non? Ou alors je me dis que c'est aussi peut-être l'occasion d'avoir plus confiance en soi avant de se lancer dans l'auto-édition, oui, parce que c'est pas du tout fait que pour les auteurs qui veulent une maison d'édition, qui veulent faire éditer leur roman, c'est aussi fait pour les auteurs qui veulent s'auto-éditer. Ça c'est plutôt cool je trouve, parce qu'on oublie un peu trop souvent les auto-édités à mon goût. Pour faire ce top, en fait je me suis surtout posé la question, quel auteur pourrais-tu lire sans découvrir le résumé au préalable? C'est-à-dire vers quel auteur tu pourrais te tourner sans même savoir de quoi parle l'histoire. Et là forcément, ces dernières années 2021-2022 m'ont conforté dans ce sentiment avec cette autrice. Vous avez été beaucoup à déjà le voir venir sur Twitch. Marine Kelada, qui est une autrice auto-éditée, donc Doulahan, et puis cette année j'ai aussi lu Maudit. C'est de l'auto-édition de qualité, on voit qu'elle n'était pas toute seule, on voit qu'elle s'est entourée, on voit qu'elle sait faire. Attention, c'est de la romance, dans Doulahan on parle du cavalier sans tête. On suit Mila qui fait du camping en Irlande, tout près du lieu où les légendes du cavalier sans tête sont nées. Bien évidemment, il va arriver, il va la kidnapper et il va l'embarquer dans son château. Il va l'embarquer dans son château qui est bloqué en 1601. Et elle va découvrir la légende du cavalier sans tête selon Marine Kelada. J'ai adoré, j'attends encore de l'oublier un peu plus avant de me le refaire. Et dans Maudit que j'ai lu cette année, là pour le coup on est en Écosse, là ici on était en Irlande, là on est en Écosse et on est avec Marianne Campbell qui va
au regroupement de son clan écossais. Et pareil, on va avoir, à chaque fois il y a une part de fantastique là-dedans, il y a une romance, une part de fantastique, une petite part historique, et ça me plaît énormément, Maudit, on est au cœur de l'Écosse avec les Highlands, etc. Et une légende dont je peux pas trop vous parler, je pense, au niveau des Highlanders, mais non, c'est pas noté dans le résumé, donc je vous le dirai pas, mais vraiment la légende écossaise dans le fond de cette histoire m'a beaucoup plu. Donc voilà, je ne pouvais pas faire cette vidéo du top 5 auteurs francophones à découvrir sans parler de Marine Kelada. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça va avec l'écart, parce que on peut très bien vouloir s'auto-éditer et faire la formation, donc ça fonctionne. Pour Marine Kelada, je dois vous avouer que j'ai acheté tous ses romans, du premier au dernier sorti, parce que je sais que je vais passer un bon moment, je ne sais plus de quoi ça parle, je sais qu'il y a une romance, une touche de fantastique et que je vais me laisser embarquer, tout simplement. La deuxième autrice dont je voulais vous parler, c'est clairement le fruit du hasard. Je voulais en parler parce que vous allez vite comprendre pourquoi ça va totalement dans cette vidéo. C'est une autrice qui a fait un roman très original, très particulier, qu'il a fallu vendre, je pense, à un éditeur et ça devait pas être facile, vraiment. Mais en plus, j'ai découvert après coup, après avoir choisi cette autrice pour ce top, qu'elle donne une conférence pour l'ICAR qui est comment se vendre efficacement à un éditeur. Et je me dis, mais c'est tellement l'autrice rêvée pour ça, parce que je suis désolée, mais il fallait quand même vendre Carne à un éditeur. Il a été édité chez HSN, mais franchement, fallait le faire. Enfin, rien que regardez-moi cette couverture, je pense que tous les éditeurs ne l'auraient pas accepté. Je pense pas, elle est trop originale, elle est trop piquante un peu aussi. Elle est un peu piquante je trouve et ça serait pas passé chez tout le monde, c'est sûr. Bref, juste pour fermer le sujet, n'oubliez pas le code de réduction Vibration 10, vous avez le droit à 10% de réduction pour l'inscription. Je vous mets tout en barre d'infos, il y a le site, l'Instagram. Voilà, maintenant vous vous débrouillez, on continue avec le top. Donc Julia Richard Carne, clairement c'est une autrice dont je compte lire tous les écrits parce que c'était quoi ça? C'était quoi ce roman? Enfin, franchement, vous avez encore mon avis. J'ai dû... Quand est-ce que je l'ai lu? Je l'ai fait dédicacer déjà en octobre 2021. Il est sorti quand? Il est sorti en juin 2020, donc j'ai dû le lire en 2020, j'imagine. Mais bref, j'ai adoré... Ah oui, c'est vrai, je lui ai fait dédicacer aux Aliénales. J'ai adoré Carne et en même temps... C'était tellement particulier, c'était tellement... Il y avait un côté sanguinolent. Alors, pour la petite histoire, on est avec Simon qui ne va pas bien. Il a quelques pulsions, il sait pas trop ce qui se passe, mais il a quand même envie de manger de la chair fraîche, vous voyez. On est un petit peu dans un côté zombie et en même temps à côté de ça, avec pas mal de faits de société. Et franchement, c'est sorti avant les confinements et tout ça, et je vous jure qu'elle avait tout vu venir. Elle avait tout vu venir, jusqu'à la pénurie de papier toilette. Enfin, j'étais bluffée par ça. Vraiment, j'avais adoré Carne. Et je me dis, l'autrice, elle va nous faire des trucs tellement originaux. Je pense qu'aucun de ses romans ne vont se ressembler. Sauf peut-être par leur degré d'originalité. Donc oui, je voulais le mettre absolument dans ce top 5 des auteurs à découvrir. Alors oui, après coup, j'ai découvert que ça avait un lien avec la sponsorisation de cette vidéo. Mais je me voyais pas ne pas la mettre. C'est vraiment mon choix personnel et indépendant. Je ne la mets pas parce qu'elle intervient chez l'ICAR. Vous savez, moi je suis toujours honnête, hein, ça a toujours été. Il y a toujours mon avis en post Instagram où j'avais mis le livre dans une poêle, je crois. Il me semble que j'avais fait ça. Et puis je dois en avoir parlé aussi sur YouTube, je vous mettrai dans le petit i si je retrouve où c'est, mais voilà, j'avais adoré, c'est une autrice à suivre je pense. Et il faut que je lise le roman qu'elle a écrit avant ça. Je l'ai, c'est Faites vos jeux, je l'ai. Voilà, j'attends un petit peu. Mais peut-être plus trop, peut-être que ça sera un roman de 2023 celui-ci. Finalement, ce sujet de vidéo m'a aussi interrogée sur est-ce que mes auteurs favoris ont fait des études, des formations spécifiques? Est-ce que les grands noms de la littérature que je vais vous citer là, parce que voilà, j'avais décidé de faire 5 auteurs, vous le savez, moi je triche toujours, je triche dans les challenges, je triche dans les tops, bah là il n'y aura pas que 5 auteurs cités, mais il y a un petit peu 5 grandes catégories. Premier, auto-édité. Deuxième, l'originalité avec Julia Richard. Troisième, ces grands noms de la littérature que j'aime énormément et qui, pour certains, ont fait des études en rapport avec la littérature, avec les lettres. Je pense notamment à Amélie Nothomb, dont je compte lire tous les romans. Voilà, je compte lire tous les romans qu'a écrit Amélie Nothomb parce qu'à chaque fois, soit je passe un os et bon moment, ça va, ça passe bien, soit j'adore. Voilà, il n'y a vraiment pas de roman d'Amélie Nothomb que j'ai détesté pour l'instant. Et il faut savoir qu'Amélie avait fait des études de philologie, j'imagine que l'ICAR n'existait pas à l'époque, mais elle avait fait des études de philologie en Belgique, c'est-à-dire qu'elle a étudié la langue et la littérature via des documents écrits. Et je me dis,
est-ce que ça se retrouve pas dans son style d'écriture? Est-ce que, je pense que voilà, on écrit tous avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, et est-ce que ça s'est pas mis justement dans son style d'écriture, dans sa façon d'écrire peut-être? Peut-être que ça l'a aidé à ce niveau-là aussi. Je dis pas qu'il faut forcément faire une formation ou des études de lettres incroyables pour écrire, mais je me dis que parfois ça peut peut-être aider, donner confiance en soi, et je sais pas, est-ce qu'Amélie Nothomb serait Amélie Nothomb si elle n'avait pas fait les études qu'elle a faites, si elle n'avait pas vécu la vie qu'elle a eue? Je suis pas certaine parce qu'elle a quand même vécu au Japon, elle a vécu en Belgique, elle a fait ces études-là, enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'on est qui on est. Et dans l'écriture ça se ressent forcément, c'est sûr, c'est sûr. Et dans ce même thème, j'ai mis bien sûr Mathias Malzieu, dont pareil, je dévore tous les écrits. Cette année j'ai lu Le Guerrier de Porcelaine, mais je voulais vous montrer La Mécanique du Cœur parce que moi je l'ai découvert vraiment avec ce roman. Je l'avais aussi découvert avec Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, que j'avais adoré, mais que j'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, mais je crois qu'il est à ma sœur, donc c'est normal. Il faudra peut-être que je me le rachète. Mais voilà, Mathias Malzieu, qui a commencé par un groupe, Dionysos, où il a écrit des paroles. Est-ce que écrire des paroles c'est comme écrire un livre? Bah écoutez, apparemment pour Mathias Malzieu, il n'y a qu'un pas entre les deux. C'est possible. En tout cas, moi j'adore toujours ses écrits, j'adore sa façon d'écrire surtout, son style d'écriture. Il devait forcément être mentionné dans ce top. Quatrième catégorie de ce top 5, les auteurs d'imaginaire. Ils n'ont pas fait forcément d'études de lettres, il me semble que pour ces deux autrices, j'ai trouvé des études plutôt dans les soins. Voilà, et elles sont toutes les deux dans le domaine plutôt de l'imaginaire. Si vous me suivez depuis quelques années, je pense que vous vous attendrez à Ophélie Duchemin. Je pense. Pourquoi est-ce que je l'ai mentionné? Parce que je trouve que sa façon de réécrire les contes, ici La Belle et la Bête, ici La Petite Sirène, m'a époustouflée. C'est-à-dire qu'on sort vraiment du conte, que ça soit le conte original, le conte de Disney, le conte, vous voyez ce que je veux dire, l'histoire de Disney, et on en fait tout un univers qui s'imbriquent ensemble parce que les deux vont se rencontrer et on en fait un même univers avec une portée à la fois un peu magique mais aussi fondamentalement réaliste et humaine. Dans La Belle et la Bête, j'avais adoré le traitement de la malédiction de la bête, vraiment ça m'avait embarqué, c'est d'une façon incroyable. Et dans La Petite Sirène, j'avais adoré le personnage de la Petite Sirène, moi qui déteste la Petite Sirène de Disney. Donc vraiment, merci Ophélie Duchemin de m'avoir magnifié ces histoires que j'aime déjà beaucoup. Enfin, en tout cas pour La Belle et la Bête, vu que la Petite Sirène, j'aimais pas, mais Murmure de l'Océan, j'ai adoré, et vous ne savez pas à quel point j'ai hâte de découvrir le 3e tome qui sera sur Réponse. Vous ne savez pas. Il y a des petits indices à la fin à chaque fois. À la fin de Rose éternelle, je savais qu'on allait aller vers la Petite Sirène. À la fin de Murmure de l'Océan, j'ai bien compris qui était la méchante mère Gothel. Voilà, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer, j'ai trop hâte. Et voilà, Ophélie Duchemin, une valeur sûre si jamais vous voulez revisiter les histoires que vous aimez. Et puis dans le domaine de l'imaginaire, une autrice que je lirai sans même connaître le résumé, ça va être bien sûr Elina Ec qui a écrit Les Arcanes d'Emera. Les Arcanes d'Emera, je pense que ça a été un livre qui pour moi est peut-être un livre pivot, un livre ressource, un livre qui m'a emmené vers les maisons d'édition indépendantes que je lisais assez peu à la base, et ça m'a emmené vers Inceptio qui est venu juste d'ouvrir ses portes hein, pour le coup. Je lui aurais fait une confiance aveugle dès le début et puis ça m'a ouvert d'autres horizons vers d'autres maisons d'édition indépendantes, ça c'est sûr. Elina, j'ai énormément aimé son histoire dans Les Arcanes d'Emera et je sais que tous les romans qu'elle va écrire derrière, je vais les lire. Je vais les lire parce que, je sais pas, à chaque fois j'ai découvert son roman et c'était comme si je redécouvrais un roman doudou qui me faisait du bien, que j'aimais énormément. Donc elle devait aussi être dans ce top, quitte à tricher un petit peu. Et enfin, 5e, là pour le coup j'ai décidé de parler de livres plutôt pour la jeunesse qui ont tous les deux une double lecture, en tout cas d'auteurs qui écrivent des livres pour la jeunesse qui ont tous les deux une double lecture à la fois adulte et enfant. On est avec notamment Flore Vesco qui m'avait énormément plu dans D'or et d'oreiller, donc c'est chez... de toute façon les deux en fait, les deux sont chez l'école des loisirs. Donc Flore Vesco dans sa revisite du conte de la princesse au petit pois qui est vraiment... double lecture magnifique, très très bien écrit. Flore Vesco a fait des études de lettres et de cinéma. Est-ce que ça l'a aidé pour ça? J'en sais rien, je pense que c'est très difficile d'écrire pour la jeunesse. Il y en a plusieurs qui ont pu dire que voilà, pour eux écrire dans le domaine de la jeunesse était peut-être le plus dur. Est-ce que on cherche forcément à faire cette double lecture? Peut-être. En tout cas ici c'est vraiment très réussi et je sais que je vais lire les autres romans de Flore Vesco. J'ai déjà L'Estrange Malaventure de Mirella, j'ai aussi Deux Capes et Deux Mots en BD, bref, je vais découvrir tous ces romans c'est sûr. Et dans le même domaine et peut-être parce que son premier roman jeunesse m'a bouleversée, moi qui n'en lis que très peu,
Bien sûr Michael Brun-Arnaud avec Mémoire de la forêt dont j'attends le tome 2 avec une incroyable impatience, il sortira le 15 mars. Donc Michael Brun-Arnaud, au niveau de son parcours, il a fait des études de psychologie, il était psychologue, neuropsychologue et notamment à un moment donné en gériatrie, en gérontologie, ce qui lui a permis d'écrire sur la maladie d'Alzheimer j'imagine, et il s'est reconverti en libraire. Vous voyez, on est à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau psychologie, ça l'a énormément aussi aidé à écrire cette psychologie des personnages, ce développement des personnages qu'il a extrêmement bien fait dans ce roman. Je pense que ça l'a aidé à ce niveau-là. Et j'ai vu qu'il allait sortir un roman qui n'est pas pour la jeunesse, là en janvier. Et je vais aussi me précipiter dessus parce que je veux savoir si j'apprécie lorsqu'il écrit dans d'autres genres. Bref, je pense le suivre aussi de la même façon que tous les autres que j'ai pu citer dans cette vidéo. Je pense simplement lire tous les romans qu'il va sortir. Voilà, on en est à ce niveau. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ce top 5 qui s'est avéré être une liste plutôt hétéroclite. On va dans vraiment différents genres. On est avec des auteurs qui, je pense, sont faciles à offrir à Noël aussi. Donc clairement, dans cette période de l'année, la vidéo peut vous aider aussi, je pense, hein, pour ceux qui n'ont pas encore terminé leur cadeau de Noël. Et puis, j'ai bien aimé faire ce top avec 5 axes vraiment différents. Même si j'ai cité un peu plus de 5 auteurs, ça m'a permis un petit peu de m'interroger sur la formation, sur le métier d'écrivain et sur le fait qu'aux USA par exemple on ne se voit pas écrivain sans avoir une formation spécifique, ce qui est totalement différent en France. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, je remercie encore Licard de m'en avoir donné l'opportunité. Et puis écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas le code promo hein, si vous voulez sauter le pas, de toute façon toutes les coordonnées, le site, l'Instagram sont en barre d'infos. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça me ferait super plaisir. Un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Slow is falling.